Dégagez de mon restaurant, déchet. La voix d'Hélène Dubois claqua dans l'air frais de Lyon, aussi tranchante qu'un éclat de verre. Imaginez la scène, un seau rempli d'eau glacée et sale. Celle qui avait servi à nettoyer la terrasse s'abat sur les épaules frêles d'un vieil homme assis sur les marches. L'eau s'infiltra dans ses vêtements usés, le faisant frissonner de la tête aux pieds. Le choc, le froid, mais surtout l'humiliation se peignirent sur son visage ridé. Autour, les clients attablés en terrasse sursautèrent, certains sortant leur téléphone pour filmer, d'autres détournant le regard, gênés. Personne ne bougea, personne n'osa affronter la reine de glace qui venait de commettre cet acte cruel. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Maintenant, retournons à Lyon, où le destin de plusieurs personnes est sur le point de basculer à cause d'un simple verre d'eau. Le restaurant L'Orchidée Noire était le joyau d'Hélène Dubois. Situé au cœur de la presqu'île de Lyon, c'était un royaume de marbre, de cristal et de nappes blanches immaculées. À 45 ans, Hélène avait tout sacrifié pour ce lieu. Son mariage, ses amis, et peut-être même une partie de son âme. Son unique obsession était d'obtenir une étoile Michelin, ce Graal qui validerait des années de travail acharné et de discipline de fer. Elle dirigeait son personnel avec une poigne de velours dans un gant d'acier, traquant la moindre poussière, le moindre faux pli, la moindre hésitation. Pour Hélène, l'apparence était tout. L'image de perfection qu'elle projetait était sa plus grande fierté et sa plus grande faiblesse. Ce matin-là, un homme âgé était venu s'asseoir sur les marches de pierre polie menant à l'entrée. Il ne mendiait pas, il ne dérangeait personne. Il était simplement là, observant le balai des passants, son visage fatigué mais digne. Il portait une veste élimée mais propre, et ses mains, bien que ridées, ne portaient pas la saleté de la rue. Lorsqu'un jeune serveur s'était approché, l'homme avait simplement demandé, d'une voix douce, « Un verre d'eau, s'il vous plaît. Le soleil tape fort aujourd'hui. » C'est à ce moment qu'Hélène était sortie, son parfum coûteux flottant dans l'air. En voyant cet homme, cette tache sur le tableau parfait de son restaurant, une fureur froide l'avait envahie. Elle voyait en lui non pas un être humain, mais un problème à éliminer, une menace pour sa précieuse étoile. La scène qui suivit fut rapide et brutale. Elle arracha le seau des mains d'un employé qui nettoyait la terrasse, marcha d'un pas décidé vers le vieil homme et, sans un mot d'avertissement, le vida sur lui. « Voilà votre eau » avait-elle sifflé. « Maintenant, disparaissez avant que j'appelle la police. Votre présence souille mon établissement. » Le vieil homme trempé et tremblant ne répondit pas. Il se contenta de la regarder, et dans ses yeux clairs il n'y avait ni haine ni colère, mais une profonde, une insondable tristesse. Il se leva lentement, ses articulations craquant, et s'éloigna sans un mot, laissant derrière lui une flaque d'eau sale sur les marches impeccables. Hélène, satisfaite, tourna les talons et rentra dans son restaurant, ignorant les regards choqués et les caméras des téléphones qui avaient tout enregistré. Cependant, quelqu'un d'autre avait tout vu, depuis une fenêtre du premier étage. Julien, le fils de 18 ans d'Hélène, sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Il connaissait la dureté de sa mère, son obsession pour la perfection, mais jamais il ne l'avait vue sombrer dans une telle cruauté. Il avait honte. Honte pour elle, honte pour lui-même de n'avoir rien fait. Attendant que sa mère soit occupée dans son bureau, il se précipita à la cuisine, remplit une bouteille d'eau fraîche et attrapa un croissant encore chaud. Il sortit discrètement et rattrapa le vieil homme qui s'était assis sur un banc public un peu plus loin. « Monsieur, » murmura Julien, la voix tremblante. « Tenez, c'est pour vous. Je suis tellement désolé pour ce que ma mère a fait. » Le vieil homme leva les yeux vers lui. Un léger sourire éclaira son visage fatigué.
Il prit la bouteille et le croissant avec des mains qui tremblaient légèrement à cause du froid. « Et tu as un bon cœur, jeune homme. Ne laisse personne te l'enlever. Jamais. » Il ne dit rien de plus. Il ne se plaignit pas, ne maudit pas Hélène. Il se contenta de regarder Julien avec une gratitude qui en disait long. Julien retourna au restaurant, le cœur un peu plus léger, mais toujours troublé. Il ne comprenait pas comment sa mère pouvait être si aveugle à la souffrance des autres. Il se promit de garder un œil sur ce vieil homme, de s'assurer qu'il allait bien. Plus tard dans la soirée, alors qu'Hélène vérifiait les images des caméras de surveillance, une pratique habituelle pour elle, elle vit la scène. Elle vit son fils donner de l'eau et de la nourriture à l'homme qu'elle avait humilié. Son visage se durcit. Pour elle, ce n'était pas un acte de compassion. C'était une trahison, une remise en question de son autorité. Elle pensait avoir simplement chassé un parasite de plus, un obstacle sur son chemin vers la gloire. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme n'était pas un simple mendiant. Il était un juge, et son procès, ainsi que celui de son restaurant, venait tout juste de commencer. La rage d'Hélène était une chose froide et silencieuse. Assise dans son bureau luxueux, elle fixait l'écran de surveillance, rembobinant la scène encore et encore. L'image de son propre fils, Julien, tendant une bouteille d'eau et un croissant à ceux. Déchet était une insulte personnelle, une fissure dans l'armure de perfection qu'elle avait mis des années à forger. Ce n'était pas de la compassion, c'était une faiblesse, une trahison. Elle entendit Julien monter les escaliers et l'appela d'une voix qui ne laissait place à aucune discussion. « Dans mon bureau, maintenant. » Julien entra, le visage pâle, sachant déjà ce qui l'attendait. « Je t'ai vu, » commença Hélène, ses yeux ne quittant pas l'écran. « Tu as choisi un vagabond plutôt que ta propre mère. Tu as sapé mon autorité devant mes employés et mes clients. Sais-tu combien de sacrifices j'ai faits pour que tu aies cette vie, pour bâtir cet empire? Et toi, tu le brades pour un mendiant qui salit nos marches. » Julien bégaya une réponse. « Maman, ce n'était qu'un verre d'eau. Il souffrait. » Mais elle le coupa net. « La souffrance ne paie pas les factures, Julien. La réputation, si. Que cela ne se reproduise plus jamais. » Mais Hélène n'allait pas en rester là. La simple interdiction ne suffisait pas. Il fallait marquer les esprits, faire un exemple. Plus tard dans l'après-midi, alors que le service du déjeuner battait son plein, elle sortit son smartphone dernier cri. D'un geste expert, elle prit une photo discrète du vieil homme, toujours assis sur le banc public en face, le visage flouté pour éviter les problèmes juridiques, mais la silhouette reconnaissable. Elle la posta dans la story Instagram de l'Orchidée Noire, suivie par des dizaines de milliers de gourmets et d'influenceurs. Le texte était ciselé, faussement professionnel. Chez l'Orchidée Noire, nous nous engageons à offrir une expérience d'excellence. Cela inclut un environnement impeccable. Nous avons une politique de tolérance zéro envers tout ce qui pourrait nuire à la tranquillité de nos clients. Luxe, gastronomie lyonnaise, excellence. En quelques minutes, les réactions affluèrent. Des cœurs, des flammes et des commentaires approbateurs de ses clients les plus fidèles. Bien dit, Hélène. Enfin, un établissement qui a du cran. C'est pour ça qu'on vous aime. Hélène sourit, satisfaite. Elle venait de transformer un acte de cruauté en une campagne de communication réussie. Julien vit la story depuis sa chambre et sentit la nausée monter. C'était pire que le seau d'eau. C'était une humiliation publique, calculée, déshumanisante. Il regarda par la fenêtre. Le vieil homme était toujours là, imperturbable. Il n'avait pas de téléphone. Il ignorait tout de sa nouvelle célébrité. Il avait sorti un petit carnet usé et un crayon, et il écrivait. Il ne regardait pas les gens, il regardait le bâtiment du restaurant. Il notait des choses avec une concentration intense, comme un architecte étudiant une façade ou un critique préparant son article. Qu'est-ce qu'un simple mendiant pouvait bien écrire avec une telle application? Cette question tourmentait Julien. Cet homme n'agissait pas comme les autres sans-abri qu'il avait pu croiser. Il y avait en lui une dignité, une concentration,
un mystère qui ne collait pas avec l'image que sa mère voulait en donner. La journée s'écoula lentement. Le vieil homme ne bougea pas. Il mangea le croissant que Julien lui avait donné, buvant l'eau à petites gorgées. Quand la nuit tomba, un vent froid se leva, annonçant la pluie. Julien, inquiet, le vit frissonner sous son unique veste. Il voulait descendre, lui offrir une couverture, mais il savait que sa mère le surveillait désormais via les caméras. Il se sentait prisonnier dans sa propre maison, complice, malgré lui, d'une injustice qui le rongeait. Il pensa à son père, décédé 5 ans plus tôt. Lui n'aurait jamais toléré une telle chose. Il était le cœur de ce restaurant, tandis que sa mère en était le cerveau calculateur. Depuis sa mort, le cœur avait cessé de battre, ne laissant que la froide logique des chiffres et de l'ambition. Cette pensée poussa Julien à faire quelque chose d'inhabituel. Il avait besoin de se reconnecter à ce passé, à l'homme qu'était son père. Il savait que sa mère gardait de vieux souvenirs dans une malle en bois dans son bureau. Poussé par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, il attendit qu'Hélène soit partie pour sa ronde d'inspection nocturne. Le cœur battant, il se glissa dans le bureau. L'odeur de cuir et de parfum de luxe flottait dans l'air. Il trouva la malle, cachée sous une pile de magazines de gastronomie. Elle n'était pas fermée à clé. À l'intérieur, des photos, de vieux menus, des articles de journaux sur l'ouverture du restaurant. Il sortit un album photo à la couverture de velours rouge. Il tourna les pages et, voyant ses parents plus jeunes, rayonnant de bonheur et d'espoir, il posait devant le restaurant encore en travaux, puis il tomba sur une photo qui le figea sur place. C'était une photo prise le jour de la signature des statuts de l'entreprise. On y voyait sa mère, magnifique dans un tailleur strict, son père, souriant à pleines dents, et un troisième homme entre eux deux. Un homme grand, à l'allure assurée, le regard pétillant d'intelligence, serrant la main de son père. Ils trinquaient tous les trois avec des coupes de champagne. Julien sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Le visage de ce troisième homme. Malgré les années, les rides et la fatigue, il était absolument certain de le reconnaître. Le souffle coupé, Julien fixa la photo. Ce n'était pas un étranger. Ce n'était pas un simple mendiant. C'était l'homme au seau d'eau. Il retourna la photo, ses mains tremblantes. Une inscription manuscrite de l'écriture de son père y figurait. 3 noms, Hélène, Antoine et moi. Le début de notre rêve. Antoine. C'était donc son nom. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cet homme n'était pas un parasite qui salissait leurs portes. Il était à l'origine de tout. Il était le 3e fondateur de l'Orchidée Noire. Le sang de Julien se glaça dans ses veines. Antoine, le 3e fondateur, l'homme que sa mère avait traité de déchet, était celui qui avait aidé à construire leur rêve. Il tenait la photo dans ses mains tremblantes, la preuve tangible d'une trahison si profonde qu'elle lui donnait le vertige. Il replaça rapidement l'album dans la malle, referma le couvercle et se glissa hors du bureau, le cœur battant à tout rompre. Il n'était plus seulement un spectateur passif de la cruauté de sa mère, il était désormais le gardien d'un secret explosif. Il retourna dans sa chambre et, d'un geste instinctif, prit une photo de la photo avec son téléphone, la sauvegardant immédiatement dans un dossier sécurisé sur le cloud. C'était sa première pièce à conviction, la première pierre de l'édifice de la vérité qu'il allait devoir construire, seul. Les jours suivants furent un supplice pour Julien. Il devait jouer la comédie, prétendre être le fils obéissant, tout en observant sa mère avec un regard nouveau, un regard chargé de mépris et de questions. Chaque mot qu'elle prononçait sur l'excellence, la réputation, le mérite, résonnait désormais comme un mensonge creux. Pendant ce temps, Antoine continuait de venir s'asseoir sur le banc, face au restaurant. Il n'écrivait plus, il se contentait de regarder, son visage une toile de patience et de mélancolie. Julien le voyait dépérir à vue d'œil. Le froid de l'automne lyonnais s'installait, et sa toux devenait plus rauque, plus persistante. La compassion de Julien se mua en une détermination froide. Il ne pouvait pas affronter sa mère directement, elle le briserait. Il devait être plus malin. Il devait rassembler des preuves, documenter chaque injustice, chaque acte de cruauté,
pour que le jour où la vérité éclaterait, elle soit irréfutable. Son téléphone devint son arme secrète. Il commença à enregistrer discrètement les conversations de sa mère. Un soir, il l'a surpris au téléphone avec son avocat. Il activa l'enregistreur vocal de son smartphone et le laissa sur une étagère, à moitié caché par un livre. La voix d'Hélène était glaciale. « Oui, il est toujours là. » « Non, il ne demande rien, c'est ça le pire. Écoutez, trouvez un moyen légal de le faire partir. Une ordonnance restrictive, n'importe quoi. Je ne veux plus voir son visage. Il me rappelle des choses que je préfère oublier. » Julien sentit son cœur s'arrêter. Elle savait exactement qui il était. Ce n'était pas un oubli, c'était une volonté délibérée de l'effacer, de le nier. Il sauvegarda l'enregistrement audio, le nommant « Conversation avocat ». La deuxième pièce du puzzle venait de s'emboîter. La cruauté d'Hélène atteignit un nouveau sommet quelques jours plus tard. Un soir de pluie glaciale, alors que le restaurant était bondé, Antoine tenta de s'abriter sous le petit auvent de l'entrée. Il ne cherchait pas à entrer, juste à échapper au déluge. Hélène, le voyant sur ses caméras de surveillance, devint folle de rage. Elle ne pouvait pas se permettre une nouvelle scène en public. Elle eut alors une idée perverse, d'une cruauté calculée. Elle se dirigea vers le panneau de contrôle du système d'arrosage automatique du parterre de fleurs, situé juste à côté de l'entrée. Un système moderne, programmable via une application. D'une simple pression sur son téléphone, elle activa les jets d'eau, visant précisément l'endroit où Antoine se tenait. L'eau glacée s'abattit sur lui, le trempant jusqu'aux os en quelques secondes. C'était une torture silencieuse, sans cri, sans saut, juste le sifflement de l'eau et le frisson d'un homme âgé exposé aux éléments. Julien, observant la scène depuis sa fenêtre, sentit les larmes de rage lui monter aux yeux. C'en était trop. Il ne pouvait plus rester passif. Il sortit son téléphone et, les mains tremblantes, filma toute la scène. Sa mère souriant cruellement en regardant son écran, les jets d'eau frappant Antoine et l'homme se recroquevillant de douleur et de froid avant de s'éloigner en titubant dans la nuit pluvieuse. Il enregistra la vidéo, la nommant la pluie. C'était la preuve ultime, l'image qui valait 1000 mots. Mais il savait que ce n'était pas encore assez. Il avait besoin d'un allié, quelqu'un qui pourrait l'aider à comprendre le passé. Et il ne voyait qu'une seule personne, Maria, la gouvernante. Elle travaillait pour la famille depuis avant sa naissance. Elle avait connu son père, elle avait tout vu. Le lendemain, il aborda Maria dans la cuisine, lui montrant la photo d'Antoine, Hélène et son père. Les yeux de la vieille femme s'embuèrent de larmes. « Monsieur Antoine, » murmura-t-elle, « un homme si bon, le meilleur ami de votre père. Ils ont tout construit ensemble. » Poussée par la détresse de Julien, elle lui raconta ce qu'elle savait. Après la mort de son père d'une crise cardiaque soudaine, Hélène avait pris le contrôle total. Elle avait accusé Antoine de détournement de fonds, produisant de faux documents. Brisé par la mort de son ami et la trahison de celle qu'il considérait comme une sœur, Antoine avait perdu le procès. Il avait tout perdu, ses parts dans le restaurant, sa maison, sa réputation. Sa femme l'avait quitté et il avait sombré. « Votre mère a tout orchestré, » conclut Maria, la voix brisée. « Elle a détruit un homme innocent pour garder tout le pouvoir et tout l'argent. » Maria, voyant la détermination dans les yeux de Julien, accepta de l'aider. Elle lui promit de chercher dans les vieilles boîtes de documents de son père, espérant trouver quelque chose que sa mère aurait oublié de détruire. Pendant ce temps, Hélène, ignorant la tempête qui se préparait, savourait son succès. Elle venait de recevoir une notification par email. Le prestigieux guide gastronomique Les Étoiles de Lyon avait nominé l'Orchidée Noire pour le prix du restaurant de l'année. C'était la consécration, le prélude à sa tant désirée étoile Michelin. Elle exultait, partageant la nouvelle sur tous les réseaux sociaux, organisant une soirée pour célébrer. Elle se sentait invincible, intouchable. Elle avait éliminé le fantôme de son passé et l'avenir lui appartenait. Elle ne voyait pas son fils qui, dans l'ombre, copiait des fichiers depuis son ordinateur, photographiait de vieilles lettres et transférait des relevés bancaires de l'époque
sur une clé USB. Il avait maintenant des enregistrements, des vidéos, des photos et le témoignage crucial de Maria. Le puzzle était presque complet. Il ne lui manquait plus que la pièce maîtresse, la voix d'Antoine lui-même. Il devait le faire parler, enregistrer son histoire. Ce soir-là, armé d'un thermos de soupe chaude, d'une couverture et de son téléphone en mode enregistrement, il se prépara à sortir. Le moment de la vérité approchait, et il était prêt à tout risquer pour que justice soit faite. La nuit était glaciale, et une pluie fine s'infiltrait partout, rendant les rues de Lyon sombres et désertes. Julien trouva Antoine abrité sous l'arche d'un vieux bâtiment, tremblant de froid et de fièvre. Le jeune homme lui tendit le thermos et la couverture sans un mot. Il s'assit à côté de lui, le cœur lourd. « Je sais qui vous êtes, monsieur Antoine, » dit-il doucement. « J'ai trouvé une photo, vous et mes parents. » Les yeux d'Antoine, habituellement voilés de tristesse, s'éclairèrent d'une lueur de surprise. Pour la première fois depuis des jours, il parla, sa voix rauque mais claire. « Ton père, il était mon frère, pas par le sang, mais par le cœur. Ce restaurant, c'était notre enfant à tous les trois. » Julien sortit son téléphone, le posa discrètement à côté de lui, l'enregistreur activé. « Racontez-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir la vérité. » Et Antoine parla. Il raconta les rêves, l'amitié, l'enthousiasme des débuts, puis la mort soudaine de son ami et la transformation d'Hélène. Il décrivit comment elle avait profité de son chagrin et de son état de choc pour produire de faux bilans, l'accusant d'avoir siphonné les comptes pour couvrir de prétendues dettes de jeu. Il parla des avocats, du procès qu'il ne pouvait pas gagner, de la spirale infernale qui l'avait conduit à la rue. Il ne pleurait pas, sa voix était celle d'un homme qui a dépassé la douleur pour atteindre une sorte de paix résignée. « Je ne veux pas de vengeance, Julien, » conclut-il. « Je voulais juste revoir notre rêve une dernière fois avant de partir. » Julien sentit une rage froide l'envahir. Sa mère n'avait pas seulement volé un homme, elle avait détruit une âme. Il arrêta l'enregistrement. Il avait maintenant la pièce maîtresse. Pendant ce temps, Hélène flottait sur un nuage d'arrogance. La nomination de son restaurant était sur toutes les lèvres. Les journalistes l'appelaient, les influenceurs voulaient des tables gratuites, et son carnet de réservation était plein pour les 3 prochains mois. Elle se sentait au sommet du monde, une reine sur son trône. L'existence même d'Antoine n'était plus qu'une lointaine nuisance, un caillou dans sa chaussure qu'elle avait réussi à enlever. Elle décida qu'il était temps de porter le coup de grâce, de nettoyer définitivement les abords de son palais. Le lendemain matin, alors que le soleil peinait à percer les nuages, elle passa à l'action. Elle avait une interview prévue avec un journaliste d'un magazine de luxe très influent. C'était l'occasion parfaite pour mettre en scène son acte final, de fermeté. Elle fit installer le journaliste à la meilleure table en terrasse, offrant une vue imprenable sur la place. Puis, elle donna ses instructions à son chef de salle. « Faites-le venir ici. Dites-lui que je veux lui parler. » Quelques minutes plus tard, Antoine fut escorté jusqu'à la terrasse. Il était faible, sa toux était plus forte que jamais, mais il se tenait droit. Hélène se leva, son visage un masque de mépris glacial, s'assurant que le journaliste pouvait tout entendre. « Alors, on est de retour, » lança-t-elle d'une voix forte et claire. « Je pensais avoir été assez claire. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Votre saleté et votre misère font fuir mes clients. » Antoine la regarda sans dire un mot. Son silence semblait l'énerver encore plus. « Vous n'avez rien à dire. Vous êtes pathétique. Vous étiez un raté il y a 20 ans, et vous êtes toujours un raté aujourd'hui. Mon mari a eu pitié de vous, il vous a donné une chance, et vous l'avez trahi. Vous avez tout gâché. » Le journaliste prenait des notes, fasciné par ce drame inattendu. C'est alors qu'Hélène commit son erreur fatale. Pour impressionner le journaliste, pour sceller son image de femme de pouvoir intransigeante, elle sortit son portefeuille. Elle en extirpa une carte bancaire noire, une carte premium réservée à l'élite. Elle la jeta au visage d'Antoine. La carte rebondit sur sa poitrine
et tomba sur le sol. « Tenez, cracha-t-elle, allez vous acheter une nouvelle vie, loin d'ici. C'est tout ce que vous obtiendrez de moi. Considérez ça comme un dernier acte de charité. Maintenant, disparaissez de ma vue et ne revenez jamais. » Antoine baissa les yeux vers la carte, puis les releva vers Hélène. Une larme, une seule, coula sur sa joue ridée. Il ne ramassa pas la carte. Il se retourna et s'éloigna lentement sous le regard satisfait d'Hélène et celui avide du journaliste. Julien, qui observait la scène depuis sa fenêtre, sentit son cœur se briser. C'était l'humiliation suprême, le coup de poignard final. Mais en même temps, il sentit une étrange sérénité l'envahir. Sa mère venait de lui donner la dernière preuve dont il avait besoin. Il avait filmé toute la scène. Ce soir-là, Julien mit son plan à exécution. Il transféra tous les fichiers, photos, enregistrements audio, vidéos, copies de documents que Maria avait réussi à trouver, dans un dossier sécurisé sur un service de cloud. Il rédigea un long email détaillant toute l'histoire, joignant chaque preuve, chaque pièce à conviction. Il trouva l'adresse email du journaliste qui avait assisté à la scène, ainsi que celle de plusieurs autres grands médias lyonnais et nationaux. Il programma l'envoi de l'email pour le lendemain soir, à 20h précises, au moment exact où commencerait la cérémonie des étoiles de Lyon. Il envoya également un message à Antoine via une association d'aide aux sans-abri que Maria connaissait. « Demain soir, soyez prêts. La justice arrive. » La journée de la cérémonie arriva. Hélène était euphorique. Elle passa des heures à se préparer, choisissant une robe de créateur, se faisant coiffer et maquiller. Elle était la star de la soirée, et elle comptait bien en profiter. Elle regarda son fils, silencieux et pâle, et lui lança avec condescendance « Souris un peu, Julien, c'est le plus beau jour de notre vie. Grâce à moi, le nom des Dubois entrera dans la légende. » Julien la regarda droit dans les yeux, et pour la première fois, il ne baissa pas le regard. Il y avait dans ses yeux une lueur qu'elle ne sut pas interpréter, une lueur de pitié et de détermination. Il pensait à Antoine, qui, grâce à l'aide de Maria et d'un vieil ami de son père contacté en secret, était en train de se préparer lui aussi, pas pour une cérémonie mais pour une renaissance. Hélène, dans son ignorance arrogante, se préparait à recevoir un prix. Elle ne savait pas qu'elle se dirigeait tout droit vers son propre jugement. Le masque allait enfin tomber, et la chute serait aussi spectaculaire que son ascension avait été impitoyable. Le silence dans la limousine qui les conduisait à la cérémonie était lourd, presque suffocant. Hélène, resplendissante dans sa robe de soie noire, ajustait nerveusement ses boucles d'oreilles en diamant. Elle était sur le point de toucher son rêve du bout des doigts. Pour elle, cette soirée n'était pas seulement une récompense, c'était une validation de toute sa vie, de tous ses choix, de tous ses sacrifices. Elle jeta un regard agacé à son fils. Julien, dans son costume sombre, fixait le défilé des lumières de la ville à travers la vitre, son visage une toile impénétrable. « Pour l'amour du ciel, Julien, essaie d'avoir l'air heureux pour moi, » siffla-t-elle. « Les photographes seront partout. Je ne veux pas que tu gâches mes photos avec ta mine d'enterrement. » Julien se tourna lentement vers elle, et un très léger sourire, presque imperceptible, se dessina sur ses lèvres. « Ne t'inquiète pas, maman. Ce soir, tout le monde aura exactement ce qu'il mérite. Je te le promets. » Hélène, trop absorbée par son propre triomphe imminent, ne perçut pas la menace glaciale qui se cachait derrière ces mots. Pendant ce temps, dans un petit appartement modeste prêté par Maria, une autre préparation avait lieu. Antoine regardait son reflet dans le miroir. Il ne se reconnaissait pas. Grâce à l'aide de Maria et d'un vieil ami de son père que Julien avait réussi à contacter, il avait pu prendre une douche chaude, raser sa barbe hirsute et revêtir un costume simple, mais digne, acheté d'occasion. Il n'était plus le spectre brisé qui hantait les rues. Il était Antoine Lambert, un homme qui avait tout perdu, mais qui s'apprêtait à retrouver son honneur. À côté de lui, sur une petite table, un ordinateur portable était ouvert. L'ami de son père, un ancien avocat nommé Maître Bernard, vérifiait une dernière fois le dossier numérique que Julien lui avait envoyé. « C'est incroyable, Julien.
dit l'avocat au téléphone, sa voix remplie d'admiration. Les enregistrements, la vidéo de l'arrosage, la scène avec la carte bancaire. C'est accablant. Avec les documents que Maria a retrouvés, nous avons un dossier en béton. Hélène ne pourra pas nier. Julien, depuis les toilettes de la salle de réception, où il s'était isolé, répondit à voix basse. Tout est prêt de votre côté. Oui, confirma Bernard. Le journaliste que vous avez contacté, celui qui a assisté à la scène, est prêt à publier son article dès qu'il recevra votre signal. Les autres médias sont en alerte. Et Antoine est prêt. Il est plus fort que vous ne l'imaginez. Hélène, quant à elle, était dans son élément. Elle arpentait le tapis rouge, posant pour les photographes, répondant aux interviews avec une assurance parfaite. Elle parlait de passion, de travail acharné, de l'importance de maintenir des standards élevés. Chaque mot était un mensonge poli, une performance magistrale. Elle se sentait invincible. Elle avait même un dernier coup à jouer. Dans son discours de remerciement qu'elle était certaine de prononcer, elle avait prévu de lancer une fondation pour l'excellence. Un projet caritatif destiné à aider les jeunes chefs talentueux, mais méritants. C'était le comble de l'ironie, une façon de blanchir son image et de s'assurer une place au panthéon des grands noms de la gastronomie. Elle avait déjà préparé le communiqué de presse, qui serait envoyé à tous les médias dès la fin de son discours. Elle ne se doutait pas que son fils avait déjà envoyé un tout autre type de communiqué. Dans la salle de bal, somptueusement décorée, Julien prit place à la table réservée pour l'orchidée noire. Il sortit discrètement son téléphone. Il vérifia une dernière fois le statut de l'email programmé. Envoi prévu à 20h. Il était 19h50, 10 minutes. Il envoya un simple message sur un groupe WhatsApp sécurisé qu'il avait créé, intitulé Opération Justice. En position. 10 minutes. Il reçut 3 réponses quasi instantanées. Un pouce levé de la part de Maître Bernard, un prêt de la part du journaliste, et un simple merci de la part d'Antoine. Julien sentit son cœur battre plus fort. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il repensa à tous les moments d'humiliation, à la souffrance dans les yeux d'Antoine, à la froideur de sa mère. Cette souffrance avait été le carburant de sa détermination. Il n'agissait pas par haine, mais par un besoin viscéral de justice. Hélène le rejoignit à table, rayonnante. « Tu as vu ça, mon chéri ? Tout Lyon est à nos pieds. » Elle sortit son téléphone pour prendre un selfie, le postant immédiatement sur Instagram, avec la légende « Prête pour la victoire ». Une soirée inoubliable en perspective. Elle ne vit pas le message qui s'afficha brièvement sur son écran, une notification de sa banque. Un virement important venait d'être effectué depuis le compte du restaurant vers un cabinet d'avocats spécialisé dans la défense criminelle. Prévoyante, elle s'assurait déjà les services des meilleurs, au cas où Antoine tenterait une action en justice désespérée. Elle ne savait pas que Julien avait fait une capture d'écran de cette notification, une preuve de plus de sa préméditation et de son absence totale de remords. Il l'ajouta en dernière minute au dossier numérique. C'était la touche finale, le dernier clou dans le cercueil de son empire. Le maître de cérémonie monta sur scène. La salle se tut, les lumières se tamisèrent. Et maintenant, le moment que nous attendons tous. Le prix du restaurant de l'année. Un roulement de tambour commença. Hélène serra la main de son fils si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau. Julien ne sia pas. Il regardait l'horloge de son téléphone. 19h59. Il leva les yeux vers les écrans géants qui encadrèrent la scène, attendant le moment où le nom du gagnant s'afficherait. Mais il savait que ce soir, le vrai spectacle n'aurait pas lieu sur scène, mais sur les milliers d'écrans de téléphone qui s'apprêtaient de recevoir une notification. Dans quelques secondes, le monde d'Hélène Dubois, ce monde de luxe, de mensonges et de cruauté, allait s'écrouler. Et c'est lui, son propre fils, qui allait appuyer sur le bouton de démolition. Et le prix du restaurant de l'année est attribué à l'Orchidée Noire. Le nom résonna dans la salle de bal comme un coup de tonnerre. Hélène poussa un cri de joie, les larmes aux yeux, et se jeta dans les bras de son fils.
Julien ne la repoussa pas. Il se leva avec elle, son visage toujours aussi calme, et l'accompagna jusqu'à la scène sous un tonnerre d'applaudissements. Hélène prit le trophée en cristal, le brandit bien haut, savourant son triomphe. Elle s'approcha du micro, prête à livrer le discours qu'elle avait répété 100 fois. C'était son moment, le sommet de sa vie. Elle ne vit pas Julien faire un signe de tête discret au régisseur en coulisses. Elle ne vit pas l'horloge de son téléphone passer à 20 heures. Et elle n'entendit pas le léger bip de centaines de téléphones dans la salle, recevant simultanément une notification. « Je suis si émue, commença Hélène, la voix brisée par une émotion feinte. Ce prix, ce n'est pas seulement le mien, c'est celui de toute une équipe qui croit en l'excellence, en la rigueur, en... » Elle s'interrompit. Un murmure étrange commençait à monter de la salle. Les gens ne la regardaient plus. Ils regardèrent leur téléphone, leur visage passant de la curiosité à l'incompréhension, puis au choc et au dégoût. Soudain, les écrans géants derrière elle, qui affichaient le logo de la cérémonie, s'éteignirent. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Puis les écrans se rallumèrent. Mais ce n'était plus le logo, c'était une vidéo. La vidéo. Filmée depuis la fenêtre de Julien, on y voyait Hélène, souriant cruellement, activer l'arrosage automatique en pleine nuit pluvieuse sur la silhouette tremblante d'un vieil homme. Hélène se figea, le sang se retirant de son visage. Elle se retourna, incrédule, vers les écrans. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est un montage, balbutia-t-elle au micro, mais personne ne l'écoutait. La vidéo laissa place à une autre, la scène de la carte bancaire, filmée en gros plan, avec le son clair de ses paroles humiliantes. « Vous étiez un raté il y a 20 ans, et vous êtes toujours un raté aujourd'hui. » Puis, une troisième image apparut. La photo. La photo des 3 fondateurs, jeunes et souriants. Hélène, son mari, et Antoine. Le visage d'Antoine, jeune et plein de vie, était encerclé de rouge. La salle entière haletait. Le murmure se transforma en un grondement de colère. Les gens se levaient, pointant du doigt Hélène, leur visage tordu par le mépris. C'est à ce moment que les portes du fond de la salle s'ouvrirent. 2 hommes entrèrent. Le premier était Maître Bernard. Le second était Antoine Lambert. Rasé de près, vêtu d'un costume impeccable, il marchait la tête haute, sa dignité retrouvée. Il n'était plus un fantôme, il était une présence. Il monta sur scène, s'approcha calmement d'Hélène qui reculait, terrifiée, comme si elle voyait un mort-vivant. Il prit le deuxième micro. « Bonsoir, dit-il d'une voix forte et posée qui porta dans toute la salle. Mon nom est Antoine Lambert, et contrairement à ce que Madame Dubois vient de dire, je ne suis pas un raté. Je suis le cofondateur de l'Orchidée Noire. » Un silence de cathédrale s'installa. Antoine continua, son regard ne quittant jamais celui d'Hélène. « Il y a 20 ans, après la mort tragique de mon meilleur ami et partenaire, j'ai été victime d'une trahison. On m'a accusé de vol, on m'a spolié de mes parts, on a détruit ma réputation et ma vie. Pendant 20 ans, j'ai vécu dans l'ombre, brisé. Mais la vérité, comme une graine, finit toujours par germer. » Il fit un signe à Maître Bernard. Sur les écrans géants, des documents apparurent. Les extraits de comptes falsifiés par Hélène, les originaux retrouvés par Maria, les témoignages écrits d'anciens employés. Puis, un enregistrement audio retentit dans les haut-parleurs. C'était la voix d'Hélène, au téléphone avec son avocat. « Je ne veux plus voir son visage. Il me rappelle des choses que je préfère oublier. » Hélène s'effondra. Elle tomba à genoux sur la scène, son trophée lui échappant des mains pour se briser en 1000 morceaux sur le sol. « Non, c'est faux. C'est un complot. » sanglota-t-elle. Mais sa voix était noyée par le tumulte. Les flashs des appareils photo crépitaient. Les journalistes, qui avaient tous reçu l'email de Julien, se ruaient vers la scène. Le hashtag « Justice pour Antoine » était déjà en tête des tendances sur Twitter. Les stories Instagram de la soirée se transformaient en un direct de la chute d'une reine. Le président du jury des Étoiles de Lyon monta sur scène, le visage blême. Il reprit le micro. « Au nom du comité, nous sommes horrifiés. Ce prix est annulé. Madame Dubois,
Nous vous demandons de quitter cette scène immédiatement. » Mais le coup de grâce n'était pas encore venu. Julien, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'approcha du micro. Il pose une main sur l'épaule d'Antoine. « Cet homme n'a jamais demandé vengeance, » dit-il, sa voix claire et ferme. Il voulait juste retrouver son honneur. Mais la justice doit aller plus loin. Ma mère n'a pas seulement détruit un homme. Elle a bafoué tout ce que mon père représentait, l'amitié, la loyauté, l'humanité. Il se tourna vers sa mère, à terre. « C'est fini, maman. » Puis il se tourna vers la salle. « Aujourd'hui, Maître Bernard a déposé une plainte au nom de Monsieur Lambert pour fraude, diffamation et abus de confiance. Et moi, Julien Dubois, je me porte témoin. » Une ovation éclata dans la salle. Les gens applaudissaient, non pas un prix gastronomique, mais le triomphe de la vérité sur le mensonge, de la dignité sur l'arrogance. Hélène, escortée par la sécurité, fut évacuée par une porte de service, sous les huées et les insultes. Son règne était terminé. Antoine, les larmes aux yeux, serra Julien dans ses bras. « Tu as fait ce que ton père aurait fait, murmura-t-il. Tu as sauvé son héritage. Tu as sauvé son âme. » Dehors, les chaînes d'information en continu étaient déjà en direct. Le scandale de l'Orchidée Noire était devenu l'affaire de la soirée, puis de la nuit. La vérité avait enfin éclaté, illuminant la nuit lyonnaise d'une lueur crue et implacable. Et pour Hélène Dubois, la chute ne faisait que commencer. L'onde de choc de cette nuit mémorable se propagea bien au-delà des murs dorés de la salle de bal. Le scandale de l'Orchidée Noire devint une affaire nationale. Les vidéos de Julien furent vues des millions de fois, partagées sur toutes les plateformes, transformant Hélène Dubois en un symbole universel d'arrogance et d'injustice. Le restaurant, autrefois le temple de la gastronomie lyonnaise, devint une coquille vide. Les clients annulèrent de leurs réservations en masse, les fournisseurs exigèrent d'être payés immédiatement, et le personnel, libéré du joug de la tyrannie, démissionna. En moins d'une semaine, l'Orchidée Noire fut contraint de déclarer faillite. L'empire qu'Hélène avait mis une vie à construire s'était effondré en quelques heures. Le procès qui suivit fut très médiatisé. Les preuves rassemblées par Julien étaient irréfutables. Hélène, défendue par les avocats les plus chers, tenta de plaider la dépression, le surmenage, mais le jury ne fut pas dupe. La vidéo de l'arrosage et l'enregistrement de sa conversation avec son premier avocat furent les coups de grâce. Elle fut reconnue coupable de fraude, d'escroquerie, de diffamation et de harcèlement. Le tribunal la condamna à une peine de prison ferme et ordonna la restitution intégrale des parts du restaurant à Antoine Lambert, ainsi que des dommages et intérêts colossaux pour les 20 années de préjudice moral et financier. Dépouillée de sa fortune, de sa réputation et de sa liberté, Hélène perdit tout. Mais sa plus grande perte fut celle de son fils. Julien ne lui rendit jamais visite en prison. Il lui envoya une seule lettre, contenant simplement la vieille photo d'elle, de son père et d'Antoine, avec ces mots au dos : « C'est ça que tu as perdu. » Pour Antoine et Julien, une nouvelle vie commençait. La justice leur avait rendu ce qui leur appartenait, mais ils décidèrent de ne pas rouvrir l'Orchidée Noire. Ce nom était à jamais entaché par la cruauté. À la place, ils vendirent les murs et, avec l'argent de la vente et les dommages et intérêts, ils créèrent la Fondation Lambert Dubois. Leur mission, aider les entrepreneurs honnêtes, victimes d'injustices économiques, et financer des refuges pour les sans-abri. Le premier centre qu'ils ouvrirent fut baptisé Le Rêve d'Antoine et Jean, en l'honneur de l'amitié qui était à l'origine de tout. Antoine, qui avait refusé de toucher à l'argent pour lui-même, devint le directeur du centre, offrant aux autres la dignité qu'on lui avait refusée. Son histoire inspira un documentaire primé sur Netflix et il donna des conférences dans les universités sur la résilience et le pardon. Julien, quant à lui, refusa de vivre dans l'ombre du scandale. Il utilisa sa part de l'héritage pour voyager, puis pour étudier le droit, se spécialisant dans la défense des plus démunis. Il devint un avocat respecté, connu pour son empathie et sa ténacité. Il avait trouvé sa voie,
non pas dans la gastronomie de luxe, mais dans le service de la justice. Maria, la gouvernante courageuse, put prendre une retraite confortable, mais elle choisit de travailler comme bénévole au centre, aux côtés d'Antoine, son ami retrouvé. Ils formaient une nouvelle famille, unie non par le sang, mais par des valeurs communes de compassion et d'intégrité. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, si vous vous promenez sur la presqu'île de Lyon, vous ne trouverez plus l'orchidée noire. À sa place, se dresse un restaurant coopératif, le Banc Public, qui emploie des personnes en réinsertion et offre un repas chaud gratuit chaque jour aux nécessiteux. Devant, sur le banc où Antoine a tant souffert, une petite plaque de bronze a été scellée. On peut y lire « Ici a commencé une leçon. Ne jugez jamais un livre à sa couverture, car chaque être humain porte en lui une histoire digne de respect. » C'est un lieu de pèlerinage pour beaucoup, un rappel que même dans les ténèbres les plus profondes, une seule lueur de courage peut tout changer. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage